Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du Bitcoin, on verra si on a des opportunités à prendre, que ça soit sur du court moyen terme. On parlera Ether qui s'approche de son extrémité OTC qui surperforme le BTC aujourd'hui. On verra s'il y a des setups qui s'exécutent sur certaines altcoins. J'ai noté également 3 cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. J'ai noté CAS, Uni et Cubic. Et ensuite, on parlera bien sûr du marché US. Je tiens à vous rappeler, j'ai mis en place la promotion sur le programme Devenir Trader. Vous pouvez profiter dès maintenant de 200 € offert. C'est vraiment un bon moment pour se former au vu du contexte de marché à l'intérieur. Je te partage toutes les connaissances que tu dois avoir pour être autonome, pour développer ta propre stratégie, prendre tes propres décisions et être tout simplement autonome sur les marchés, en passant par l'analyse technique, le money management, mes stratégies, la psychologie de marché, la psychologie en tant que trader et j'en passe. T'as à l'intérieur tous les outils, les fichiers, les indicateurs que j'utilise qui vont te permettre tout simplement d'être autonome, d'être 100% autonome, indépendant de personne. C'est ce que je promue au maximum à travers mes vidéos quotidiennes et à travers mon enseignement. C'est tout simplement être un trader autonome qui n'a besoin de personne et être capable de prendre ses propres décisions. Donc tout ça, tu l'as à l'intérieur du programme Devenir Trader, avec bien sûr des bonus et surtout un accompagnement puisque je ne te lâche pas tant que tu n'es pas rentable. Donc voilà, si ça t'intéresse, si tu veux lire le contenu du programme, ce que tu vas retrouver à l'intérieur, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Alors, je commence ici sur le BTC qui continue sa phase ici de faible volatilité. On aura sûrement un peu plus de volatilité en fin de semaine puisqu'on a des news ici intéressantes qui arrivent, notamment ici vendredi avec le NFP et le taux de chômage. En fonction des résultats, ça peut créer de la volatilité si on a des résultats au-dessus ou en dessous des attentes. Ici sur le BTC, c'est tout simplement une phase de latéralisation autour du tunnel 4 heures. On voit qu'on avait ici entamé une dynamique baissière qui m'a engendré une réduction de mon exposition, et là actuellement on est rentré ici dans une phase de latéralisation avec une extrémité basse on va dire vers les 104 000 $, une extrémité haute vers les 107 000 $, et pour le moment on oscille comme ça entre ces deux bornes. Alors techniquement la tendance très long terme reste haussière, là-dessus il n'y a pas de souci. On a vu des dégradations sur du court terme, sur des extrémités quand même assez hautes et sur des niveaux de résistance assez long terme. Le signal que je continue à surveiller, comme je dis, c'est pas un signal qu'on va avoir au bout de 3 minutes, 5 minutes, ça met du temps à avoir. Donc voilà, moi je vais le surveiller, c'est la réintégration des 107 500 $. Si on repasse ici au-dessus de ce niveau-là, et moi ça sera un signal très bullish pour la suite. Donc c'est le plan et on patiente, c'est-à-dire que si j'ai un plan, s'il met du temps à s'enclencher, à s'exécuter, et moi je patiente, je ne peux pas forcer, je ne peux pas faire en sorte que le marché se dirige là. C'est pas moi qui gère le marché, c'est l'ensemble de l'offre et la demande sur le marché au quotidien. Voilà, j'ai mon plan, maintenant je patiente. Ça n'empêche qu'il peut y avoir des setups sur du court terme qui peuvent s'exécuter, que ça soit sur des setups mécaniques qui s'enclenchent automatiquement, que ce soit des setups pour l'intraday sur du très court terme. Par exemple Ether, on en reviendra après, mais j'en ai parlé hier, comme quoi c'est très intéressant la charte qu'on avait. Donc voilà, pour le moment sur le BTC je reste prudent. Je dis pas que c'est la fin, absolument pas. En tout cas, ça sera un très très bullish si on passe au-dessus des 107 500 $. Maintenant, c'est là l'importance de pouvoir réaliser une analyse multi-time frame, c'est-à-dire une analyse sur plusieurs unités de temps. Ça permet de ne pas être focalisé sur un seul biais, une seule direction de marché. Et moi, c'est très souvent comme ça que je fonctionne. Il y a le long terme, il y a le moyen terme et il y a le court terme. Et là, si je fais une analyse en toute objectivité, sur du long terme, on reste dans une trend qui est haussière. Pourquoi ? Parce que les creux majeurs ici sont de plus en plus hauts. Donc ça serait faux, ça serait de vous mentir, de vous dire sur du long terme on est baissier. À quel moment on passe baissier ? Qu'on commence à break des creux importants. Par exemple, vous voyez ici qu'on a perdu ce creux là, là c'était déjà un retournement de tendance assez important, qu'on avait des signaux baissiers agressifs, comme un ravalement à ce niveau-là. Ça, c'est des signaux en général qu'on ne veut pas voir. Donc ça, c'est le long terme. Au niveau du moyen terme, techniquement, si je prends ici le tunnel 4 heures, on a ici une tendance qui reste haussière avec une petite dégradation quand même, avec cette pattern de retournement qui va pas nous inverser l'entièreté de notre dynamique, mais qui nous montre quand même que on est dans une zone où l'offre ici est supérieure à la demande. On a des vendeurs qui sont manifestés. On voit bien avec ce fort ravalement baissier, avec cette pattern de retournement. Et ensuite, si je passe sur du plus court terme, sur du 1 heure, 4 heures, globalement ici, on va être dans une phase
de latéralisation, bloqué entre deux bornes. Ici, vous pouvez mettre un volume profile pour mesurer ce range là avec une extrémité haute au niveau du tunnel 1 heure. La value area high ici se trouve aux alentours des 105 700 $ et la value area low aux alentours des 104 000 $. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important que vous devez faire, cette analyse multi-frame, que ça soit sur BTC, que ça soit sur Ether ou d'autres altcoins, même sur différentes unités de temps. C'est-à-dire que moi, quand j'ai des setups comme ça qui s'exécutent, je fais une analyse multi-frame, même si c'est pour de l'intraday, je vais utiliser 2-3 unités de temps pour chercher un biais directionnel, pour chercher des confirmations. Je ne suis pas ici avec une œillère sur du 1 minute où j'oublie ce qui se passe sur du 3, 5, 15 minutes, 1 heure et je trade que sur du 1 minute. Non, ça, voilà, je laisse les traders qui vont faire croire que en regardant juste une unité de temps, ça suffit pour prendre des décisions. Il y a des setups en automatique qui peuvent fonctionner comme ça, mais globalement, c'est très important de faire une analyse multi-frame parce que sur une certaine unité de temps, on va pas voir ce qui se passe sur d'autres unités de temps. C'est-à-dire, vous pouvez avoir comme ça une charte par exemple en 4 heures, et l'importance de zoomer, c'est que si je zoome ici, à ce niveau-là, en 1 heure, on va avoir par exemple quelque chose comme ça. Ok. Et si je zoome en 1 heure, par exemple, à ce niveau-là, et je zoome, alors pas en 1 heure, mais du coup en 15 minutes, eh ben, je vais sûrement avoir quelque chose comme ça. Et ça permet d'avoir des bonnes entrées, un bon timing, parce que dans une tendance haussière en 4 heures, on peut avoir très bien une tendance baissière en 1 heure. Et à l'intérieur de cette tendance baissière en 1 heure, on peut avoir une tendance haussière en 15 minutes. Et moi, quand je fais de l'analyse comme ça sur différentes unités de temps, ce que j'aime bien, c'est avoir une convergence des unités de temps qui vont dans la même direction. C'est-à-dire que si je cherche une exécution en 1 heure, c'est-à-dire que mon entrée va se faire en 1 heure ou en 15 minutes, même ici on est sur du 4 heures, là on est sur du 1 heure et là on est sur du 15 minutes, et ben ce que je vais vouloir, c'est un 4 heures qui est orienté à la hausse, un 1 heure qui est orienté à la hausse et un 15 minutes qui est orienté également à la hausse. Ça veut dire que dans ce genre de contexte, ce que je vais ici vouloir, c'est à ce niveau-là, rentrer lorsque j'ai une reprise ici sur du 1 heure et sur du 4 heures. C'est-à-dire que globalement, je veux voir ici un signal par exemple sur le 1 heure qui va me montrer qu'on a une inversion de ma dynamique, et je peux zoomer ici ou ici sur du 15 minutes pour avoir une entrée encore plus précise. Ou alors, je ne suis pas obligé de prendre le 15 minutes. En général, je recommande d'avoir 2 unités de temps, voire 3. 4, 5, 6, c'est beaucoup trop. Une seule, c'est pas assez. Ça sert à rien de commencer sur du trimestriel, voire sur du mensuel pour aller sur du 1 minute. Ça, selon moi, c'est une erreur, mais 2, 3 unités de temps. Et comme je dis, vous prenez par exemple le 4 heures, ou 4 heures 1 heure, 4 heures 15 minutes, 4 heures 30 minutes. Ça dépend de vous et comment vous tradez, votre style de trading, ce que vous préférez. Mais l'idéal, c'est de jouer une tendance sur une unité de temps, et quand on a une correction, d'attendre sur l'unité de temps inférieure un signal beaucoup plus précis, qui vous permet d'avoir des entrées très précises et automatiquement avoir un meilleur timing, une meilleure entrée, et j'en passe. Et ça, c'est l'importance de l'analyse multi-frame. Alors ça, je l'enseigne beaucoup plus en détail dans le programme ici, dans le module numéro 8 de mémoire. Voilà, analyse multi-frame, le processus complet pour découper et analyser un graphique comme un professionnel. Là, tu verras bien sûr des stratégies, une manière d'analyser beaucoup plus en détail que ce que je viens de t'expliquer là en seulement quelques minutes, mais ça c'est très important, que ça soit dans une stratégie de range, que ça soit dans une stratégie en tendance. Ça te permet d'avoir des entrées précises et d'avoir une vue d'ensemble sur différentes unités de temps. Donc voilà, en tout cas sur le BTC, je rappelle, le sentiment de marché reste très intéressant en étant proche de l'ATH, donc là-dessus c'est plutôt pas mal. On voit qu'on a une baisse de l'order flow sur les derniers jours, enfin de l'order flow du funding rate. On a une baisse du funding rate, donc ça pareil, c'est très intéressant, le fait d'être proche d'un ATH et avoir une baisse du funding. Donc moi, comme dit, j'ai réduit mon exposition, je commence pas à crier bear, ça y est, c'est la fin. Je préfère être prudent. Pourquoi? Parce qu'on est proche d'un ATH, et proche d'un ATH, c'est pas le moment d'être bullish, sauf si, et uniquement sauf si, on a un break concret avec une bonne clôture weekly qui nous valide la confirmation de l'ATH. Tant que j'ai pas ça, moi je préfère être prudent et je vais pas commencer à long, je vais pas commencer à FOMO proche d'un ATH. Et idéalement, si on a une reprise des 107 000 $, ça serait, comme je l'ai dit, sur les unités de temps inférieures, un signal très intéressant. Et en weekly, pour moi, le signal, c'est pas la réintégration de ce niveau-là, c'est vraiment un break concret de l'ATH. Voilà, vous avez mon plan sur le BTC, ça ne change pas. Et pour ceux qui veulent, je peux reparler des targets uniquement si on fait un nouvel ATH. Ça, c'est des targets qui s'activent, vu que c'est des extensions de Fibonacci, qui s'activent si on refait un nouvel ATH. On a les 118 ici au niveau des 131 000 $, et ensuite on a les 144 000 $, sans oublier les 100% d'extension de ce mouvement-là qui nous donne une target au niveau des 122 000 $. Je le répète,
Et ceux qui n'ont pas connu ce bull market là, ceux qui n'ont pas connu ce bull market là, etc., je vous le répète, un bull market, c'est plus dur à gérer qu'un bear market. Et dès maintenant, vous devez avoir en place votre stratégie de prise de profit. Vous devez savoir que ce soit BTC, Ether, les altcoins, où est-ce que vous vendez et pour combien vous vendez. C'est-à-dire que si vous avez un BTC dans votre portefeuille ou 0,1, bref, peu importe, on parle toujours en pourcentage. On fait pas la guéguerre de qui a le plus de BTC ou pas. On parle toujours en pourcentage, mais admettons vous avez un BTC, et ben vous devez vous dire, ok, je décide de vendre 0,25 de BTC à 130 000 $. Je décide de vendre 0,10 de BTC à 144 000 $. Je décide de ne jamais vendre plus de 0,5 de mes BTC parce que je compte en garder, parce que je crois au Bitcoin sur du très long terme, mais je souhaite réduire mon exposition quand même. Ça doit être votre stratégie de prise de profit qui doit être claire et vous devez la respecter. Parce que si vous ne la faites pas maintenant, si on part en bull market, qu'on a ici un ATH et qu'on commence à partir en découverte de prix, vous allez être biaisé sur vos stratégies de prise de profit parce que les émotions prennent toujours le contrôle. Donc ça, c'est vraiment très important à mettre en place. Alors, je passe ici sur Ether. Ether, toujours dans sa phase de latéralisation, on consolide, on commence à rentrer ici dans un range qui est mature, on le voit ici avec les moyennes mobiles, on le voit ici avec encore le MACD. Idéalement, j'aimerais avoir une structure en W sur le MACD pour témoigner d'un range mature, ce qui n'est pas spécialement le cas ici. C'est quelque chose qu'on va voir sûrement sur les unités de temps inférieures. Voilà, en 12 heures, on voit bien ici les W sur le MACD avec ici une sorte de contraction. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, il faut sortir de ce range par le haut. Techniquement, comme j'ai dit, ce range a plus de chances de sortir par le haut. Je l'ai assez répété ces derniers jours et c'est toujours le cas. Pourquoi? Parce qu'on est pressé par une impulsion haussière. C'est comme dans une tendance baissière. Je vais passer sur une charte sans rien. Tac. C'est comme dans une tendance baissière. Vous voyez, ça, c'est une trend qui est baissière sur Ether. Très bien matérialisé. Par quoi? Par des creux des sommets de plus en plus bas, des moyennes mobiles orientées à la baisse, et j'en passe. Si on prend à partir de quand on peut voir une dynamique baissière, là on a quand même déjà une pattern de retournement, on a un M-top, on a ici une plus grosse structure, là on a un break concret d'un gros niveau, certains vont voir ici une épaule, tête-épaule, bon, dans tous les cas, on a le break d'un niveau de support. À partir du break de ce niveau de support, ce que je vous ai souvent répété, c'est que les ranges qu'on était en train de créer, vu qu'ils étaient précédés par une dynamique baissière, et ben ils avaient plus de chances de break par le bas. Que ça soit ce niveau-là, que ça soit le range qu'on avait fait ici, que ça soit le range qu'on avait fait ici. Pourquoi? Parce que quand on part dans une dynamique, qu'elle soit haussière ou baissière, une tendance se prolonge plusieurs fois. Donc ça sert d'anticiper le top, ça sert d'anticiper le bottom. Tous les rebonds ont plus de chances de repartir dans le sens de la tendance initiale. Donc quand on a des ranges, vaut mieux partir du principe que ce range a plus de chances de casser par le haut. C'est pas pour ça qu'il faut se positionner n'importe comment, c'est pas pour ça qu'il faut FOMO sur résistance, non, absolument pas. Par contre, vous pouvez partir du principe que ce range a plus de proba de break par le haut. Donc plusieurs stratégies, se positionner sur l'extrémité basse quand on a comme ça des réactions acheteuses, chose que je vous ai longtemps parlé ces derniers jours, ou même quelqu'un qui trade pas la continuation de tendance mais uniquement ce range, ça suffit l'extrémité basse pour prendre des profits sur l'extrémité haute. On est quand même sur un range d'amplitude 10%, donc ça suffit pour faire de la perf quand même sur de l'intraday, voire sur du swing. Et la personne qui va attendre une confirmation beaucoup plus importante, et ben ça serait bien de commencer à s'affranchir des 2700 $ en clôture daily, ou dans ce cas-là on pourrait parler de break de ce range là. Et là les prochaines targets, on a ici déjà on est ici sur un gros niveau, on le voit bien. Si on commence à passer cette grosse zone de résistance qui s'étale on va dire jusqu'au 2800, en sortant de ce range là, ça sera un signal très encourageant. Là je mets un retracement de Fibo. Pour moi, c'est les 0,118 à surveiller. Le chiffron psychologique des 3000 $, ce niveau de résistance, 0,118 de Fibo, ce qui fait déjà quand même une bonne amplitude de 14-15% au niveau des 2700 $. De toute façon, moi, mon plan a toujours été le même sur Ether. Comme je vous l'ai dit, au moment où on a réintégré ce niveau-là, c'est une déviation de ce range-là, réintégration, objectif clé, aller chercher les 4000 $. Et ça, c'est un setup assez classique. On est dans un range, on passe, on réintègre l'extrémité du range. Le but, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée. Donc pour moi, ici, l'objectif sur Ether reste le même, objectif 4000 $. Maintenant, bien sûr, je surveille BTC parce que BTC peut proposer des patterns de retournement, peut être un peu plus faible actuellement. Donc bien sûr, il y a une corrélation à surveiller entre BTC et les altcoins. Mais pour moi, sur Ether, tant qu'on ne repasse pas sous les 2000 $ ici,
à ce niveau-là, on n'a pas trop d'intérêt à revenir là sur Ether. Revenir chercher 2100, 2200, pourquoi pas, mécher assez bas, 2000, pourquoi pas également, mais clôturer en weekly au niveau des 1900, 2000 $, aucun intérêt. Si c'est le cas, pour moi, c'est assez baissier. Par contre, si on pull back ici, c'est une bonne zone de localisation pour chercher des longues avec un bon risk reward. Comme je dis, objectif ici, les 4000 $, sachant qu'on a fait une déviation, il faudra surveiller comment on se comporte là, parce que si on fait à nouveau une déviation réintégration, ça serait moche, on rentrerait dans un plus gros range. Par contre, si on accepte, c'est pour break la TH et aller chercher des targets beaucoup plus hautes. Pareil sur Ether, je peux vous mettre ici les targets. Hop. 118 au niveau des 7300, 100% d'extension au niveau des 8800. Après, il y a les chiffrons psychologiques classiques, chiffrons psychologiques des 10 000 $. Mettez toujours des TP légèrement en dessous, d'accord? Parce que les chiffrons psychologiques, c'est toujours des niveaux clés. Je pense par exemple à Hyperliquid, qui a top pile au niveau des 40 $. On le voit bien ici. Tac. Hop. Donc là, si vous mettez un ordre au niveau des 40 000 $, des 40 $, à moins que vous soyez la première personne à avoir posé l'ordre à 40 $, dans ce cas-là, vous êtes exécuté. Sinon, non. Si vous êtes le dernier, c'est possible que on va chercher les 40 $ et vous ne soyez pas exécuté. Parce qu'il n'y a pas que vous qui mettez des ordres à 40 $. Donc ça, c'est un point important. Ne mettez jamais des ordres au niveau des chiffrons psychologiques. Si vous voulez TP à 10 000 $, mettez à 9900, 9950, 9800. Voilà, vous n'êtes pas à 100 $ près. Voilà, au niveau d'Ether, au niveau ici des altcoins fortes, on a AVE, on a WIF, on a PEP, on a Ether. Donc ça c'est pour la semaine. Au niveau du jour, on a Ether, PEP, Solana, ING, Arbitrum, AVE qui sort toujours du lot, WIF qui sort toujours du lot. WIF même d'un point de vue mensuel, c'est pas mal. Après on est en début de mois, mais WIF j'en ai beaucoup parlé. Quand j'avais fait une analyse des cryptos fortes, des cryptos que je surveillais, c'est une crypto que j'ai pas mal parlé parce que c'est une crypto qui sortait du lot avec ses patterns de retournement, avec voilà, alors je dis pas que sur du long terme ça y est on est reparti à TH comme certains peuvent vous le dire, surtout que on a été chercher ici cette zone de résistance. Par contre c'est une crypto qui a une décorrélation pendant un moment face aux altcoins. On l'a bien vu lorsqu'on a break les moyennes mobiles ici, notamment le tunnel 4 heures, et qu'on est parti dans un bon flux haussier. On a fait ici un x3. Là oui, on a un peu plus corrigé. C'est vrai qu'on a break un creux important, donc la charte est beaucoup plus compliquée à analyser et c'est beaucoup plus risqué de se positionner maintenant que qu'on avait cette dynamique haussière, surtout qu'on est à l'intérieur du tunnel daily. Mais on voit que WIF, ça reste une crypto forte. On a également AVE qui ne change pas. Voilà. Ce qui est compliqué sur AVE, c'est qu'elle est sur résistance. Donc compliqué de se positionner là en tant qu'acheteur. Idéalement, ça serait bien de repasser au-dessus de ce niveau-là, au-dessus des 280, 90. Ça serait pas mal. Dans ce genre de configuration, on aurait de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée des 390, 400 $. Donc de prendre ce genre de trade, break, pullback avec une invalidation sous ce creux-là ou sous la réaction acheteuse qu'on aura ici pour targeter les 380 $. C'est une stratégie qui peut être tout à fait possible. Et si AVE s'apprête ici à faire un nouveau sommet, il n'y a pas grand chose après qui l'empêcherait de faire un ATH. Parce que là, on a cette résistance, des 420 $. Il me semble que c'est en confluence avec les 0,118 de Fibo en plus. Ouais, parfaitement. Donc voilà, on voit qu'on a une résistance ici, mais c'est la dernière. Après, c'est direction l'ATH. Donc AVE crypto forte et crypto d'un point de vue fonda très intéressante. Alors, au niveau des cryptos que je demandé d'analyser, j'ai CAS. CAS, la charte, c'est pas la plus simple et la plus jolie à analyser. Déjà d'un point de vue long terme, j'en ai parlé énormément ici et je me rappelle, vous pouvez encore regarder les vidéos, je me suis fait taper dessus. Quand je disais que attention, CAS, on n'est pas sur des niveaux intéressants pour se positionner sur du long terme, c'est assez valorisé, on est quand même sur une très forte performance depuis le point le plus bas, faut attendre des retracements, revenir chercher des niveaux clés, notamment les 0,118 de Fibonacci, voire plus bas, revenir chercher ces phases de demande où on a latéralisé avant de partir sur une charte totalement verticale. Je me faisais insulter. Résultat, les gens qui sont rentrés ici en 2024, on a range pendant un long moment, on a break par le bas, et la zone idéale, comme d'habitude, qui est une entrée professionnelle, c'est notre zone de rechargement long terme entre les 0,118 et les 0,786. Moi, j'essaye toujours de choper des mèches ou des baisses plus importantes sur les 0,886, ce qui n'arrive pas sur toutes les altcoins, mais ça arrive quand même, mais on voit que là, ça nous donne une entrée professionnelle. Maintenant, on a quand même break, et ça, faut pas le négliger, cette phase ce support là, on l'a flip en résistance, là on a eu une fausse réintégration, on est repassé en dessous.
ce qui est pas très joli. Si je mets ici des moyennes mobiles, on voit qu'on repasse en dessous le tunnel daily, en dessous le tunnel 3 jours. Ça, c'est une mèche qui a piégé, enfin une bougie qui a piégé énormément de monde. Le fait d'avoir eu cette réintégration et qu'on soit repassé au-dessus des moyennes mobiles, c'est là l'importance d'avoir une gestion de risque. Vous voyez là, on a un signal. Ici, c'est un signal. Le fait d'avoir une déviation, réintégration. Après, c'est vrai qu'on met du temps quand même à réintégrer. En général, j'aime bien avoir une réintégration assez rapide. Mais là, on a une déviation réintégration. Ça peut nous donner comme objectif d'aller chercher l'extrémité opposée. C'est là l'importance d'avoir une gestion de risque parce que le trading, c'est des probabilités et c'est pas parce qu'on a un scénario comme ça qu'on a en tête qui va se réaliser à 100%. C'est pour ça qu'on associe toujours une gestion de risque parce que votre but, c'est d'être là dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans même. Et si vous ne gérez pas votre risque, vous n'allez pas durer longtemps. Vous pouvez être le meilleur trader. Le meilleur trader n'a pas 100% de chance de 100% de taux de réussite. Non, c'est pas possible. Donc lui, il a une bonne gestion de risque parce que sinon, il se casse la gueule. Vous pouvez être le meilleur trader, la meilleure personne. Si vous n'avez pas une bonne gestion de risque, vous ne tiendrez pas sur du long terme. Donc là, casse pas. Idéalement, on veut voir cette zone tenir parce que là, on a un niveau de support important à ce niveau-là. Hop. On le voit. C'est un niveau clé, on a une première réaction acheteuse ici en 3 jours, ça serait bien d'avoir une petite pattern de retournement. Je vais mettre les moyennes mobiles, voir ce qu'on a. Vous voyez, on est sous le 1 heure, sous le 4 heures, ça serait bien de repasser ici le tunnel 1 heure, on aurait un signal, on aurait un signal clairement encourageant, donc ça c'est quelque chose à surveiller, le fait de repasser au-dessus du tunnel 1 heure, on aurait un signal d'achat potentiel avec une petite pattern de retournement pour au moins revisiter à peu près le niveau là des 10 centimes. 10,5 centimes. C'est une zone potentielle. Après sur du long terme, on revient chercher des zones, mais moi j'aime bien avoir des zones très précises, avoir des entrées un peu critiques, quand tout le monde panique, on a une bonne baisse sur des niveaux clés à la zone de demande idéale, sur Kaspa, allez ici. C'est revenir chercher cette zone-là, c'est une très bonne entrée. Pareil, certains vont me dire c'est impossible. Et je dis pas que c'est sûr que Kaspa va aller là. Je n'en sais rien. C'est comme Tao. C'est comme Tao quand j'avais dit oui, Tao ici, c'est le pire endroit pour se positionner. Moi, si je me repositionne, c'est qu'on revient chercher les $300 et en dessous. On m'avait insulté, on m'a dit non, c'est impossible. Et moi, quand je dis ça, je dis pas que Tao va revenir chercher ce prix-là. Je n'en sais rien. Ce que je sais, mon but c'est pas de prédire ce que va faire. Mon but c'est de me dire, ok, je ne sais pas ce que va faire le marché. Par contre, ce que je sais, je sais déterminer des zones qui vont m'intéresser pour rentrer en position. Ça, je ne sais pas si on va y aller. Par contre, je sais que si on y va, c'est une zone intéressante pour rentrer en position. Il y a une nuance, elle est peut-être pas facile à voir si vous êtes débutant, mais en tout cas, il y a une nuance et elle fait toute la différence. Parce que dire on va aller chercher cette zone-là, c'est complètement différent et ça peut clairement engendrer des shorts pour certaines personnes. Que moi, je ne prendrais absolument pas de short à ce niveau-là. Voilà pour Kaspa. On m'a demandé une analyse ici d'Uni. Uni qui avait une charte de base qui était fortement similaire à AVE. Si je compare ici les deux charts, on va voir la différence. Hop, je vais faire ça, tac. Voilà. Si on compare, on voit que on a des charts qui sont assez similaires. C'est normal, là si je peux prendre, oui, alors. Tac, symbole. AVE, voilà. On va masquer tout ça. On voit que globalement, les charts sont assez similaires. Vous voyez, la pattern de top, la longue phase de latéralisation, l'impulsion à ce niveau-là, hop, l'impulsion à ce niveau-là, si je m'en sors, qui est ici, tac. Donc on voit l'impulsion à ce niveau-là, sauf que on a ensuite un AVE qui a très bien rebondi lorsqu'on est revenu chercher son niveau des 120, 130 $, et un Uni qui s'est totalement effondré. Donc une charte qui est similaire à AVE qui a été beaucoup plus forte, et là clairement pour de la continuation de tendance, vaut mieux se concentrer sur AVE. On voit qu'il y a une nette différence. Ça sert à rien c'est là la différence entre la personne qui va être dans l'espoir et la personne qui va agir. La personne qui est dans l'espoir, elle est ici. La personne qui est dans mettre en place des actions, agir, elle est ici. La personne dans l'espoir, elle va se dire, ah tiens, Uni, est-ce que tu peux monter, allez, s'il te plaît, allez, monte, etc. C'est sûr, ça va rattraper son retard. La personne qui est dans l'action, qui prend des actions, elle est, ok, Uni, je sais pas ce que ça va donner, je ne prédis pas le futur. Par contre, ce que je vois et ce que je constate à l'heure actuelle, c'est que AVE est beaucoup plus fort qu'Uni. Est-ce que c'est pour ça que je dois long levier x100 et c'est sûr, tout va bien se passer? Non. Par contre, est-ce que j'ai plus de probabilité de rentrer sur un momentum, un flux, là où il y a des acheteurs?
bah ça se trouve ici. Donc pour de la continuation de tendance, c'est beaucoup plus intéressant de rentrer par exemple sur AE, pas n'importe comment, bien sûr, on attend des phases de latéralisation, qu'on retourne chercher des niveaux intéressants, enfin surtout qu'on retrace, pas obligé de latéraliser, mais voilà, sur Uni, oui, la zone de localisation est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on est sur une très grosse zone de demande. On a pas mal de fois break par le haut, on est ici au-dessus du poke. Maintenant, ça manque de momentum, ça manque de peps. Et idéalement, un signal intéressant, ouais, il est là. C'est le break des, allez, on va dire le break des 7,58 $. On validerait ici une épaule, cette épaule inversée, autrement dit une bonne pattern de retournement. On casserait le tunnel daily, ça serait un signal très intéressant. Pour le moment, on l'a pas. Et pour le moment, rien ne nous dit qu'on va l'avoir. Par contre, si on l'a, oui, ça peut être un signal assez intéressant pour s'exposer, pour rentrer en position, prendre par exemple ce genre d'entrée, pour aller chercher ici du 2 pour 1, 3 pour 1. Ça, c'est un trade tout à fait possible. On break ce niveau-là, on a une réaction acheteuse. Si on a un pullback et on peut avoir une meilleure entrée, pourquoi pas, ça peut nous donner un risk-reward beaucoup plus intéressant, et une invalidation si on commence à s'installer sous la structure. Quelqu'un après qui veut se la jouer un peu plus long terme, il peut viser une invalidation sous l'entièreté du range et ensuite aller chercher un retracement beaucoup plus important si on part du principe qu'on refait ici un sommet plus haut que le précédent. Et dernière analyse, on m'a demandé ici Cubic. Alors déjà, c'est quoi ça? Est-ce que c'est une crypto à forte capitalisation? Parce que j'ai pas l'impression. 251 0,005. Ok. C'est dispo sur quoi ça? Bitget, Mexé. Et sur crypto, je l'ai comment? Ok, j'ai une charte qui va... Ouais, bon, déjà, les cryptos comme ça, avec très peu d'historique, en général je suis pas fan, 2024-2025 ça reste assez jeune. On a ici un market cap de 174 millions et une FDV de 289 millions, c'est-à-dire qu'on a des jetons, on n'a pas toute la supply qui est en circulation, on le voit bien à ce niveau-là. La FDV c'est quoi? C'est le market cap en gardant le même prix si on met toute la supply en circulation. Et là on voit que voilà, il y a une différence, on n'a pas toute la supply qui est en circulation, donc ça, il va y avoir des déblocages de jetons, c'est quelque chose qui doit être pris en compte dans votre analyse. D'un point de vue technique, alors d'un point de vue technique, bon, on reste sur du très long terme dans une tendance qui est baissière. On a eu quand même, je sais pas ce qui s'est passé ici, hein, on a quand même bien dévissé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais dévisser aussi vite, je me poserai des questions sur le projet, sans connaître les raisons. Je vous laisse vous renseigner, mais sans connaître les raisons, là ça, vous pouvez voir ça sur Twitter, vous trouvez ça sur le site. Faut voir ce qui s'est passé lorsqu'on a eu comme ça un moins 70% en une semaine, un moins 50% en une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, vous pouvez retrouver bien sûr ça, que ce soit sur le site, sur internet, il y a plein. Vous retrouvez dans tous les cas, c'est assez public ce genre d'infos. Et là, on a quand même un signal qui est un peu intéressant quand même, c'est une petite réintégration de ce niveau-là, avec cette pattern de retournement qu'on va un peu plus mieux voir en 3 jours. On consolide au-dessus de la ligne de coup. On est repassé au-dessus du tunnel 4 heures, au-dessus du tunnel 1 heure qui faisait office de résistance. C'est un premier signal qui est pas mal. Beaucoup trop tôt pour parler de bottom long terme. Idéalement, on aimerait voir quelque chose comme ça, voilà, une grosse phase de latéralisation qui break par le haut. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais potentiellement, on a trouvé ici un bottom temporaire sur du court moyen terme, avec ici une structure en W qui nous indique que la demande est supérieure à l'offre dans cette zone-là. Donc attention, on reste dans une pression baissière long terme avec les moyennes mobiles orientées à la baisse et surtout des fortes baisses ici de ce que je vois. Ça a peut-être été trop surévalué au début avec un market cap trop important. C'est une possibilité, ou des déblocages de jetons trop forts, ou voilà, je ne sais pas. Maintenant, ici, on a potentiellement trouvé un petit socle, à voir s'il tient. Quand vous tradez ce genre de chart, ayez des zones d'invalidation. On passe sous ce niveau-là, vous passez à autre chose, hein, parce que après on peut dégringoler encore, hein, si on continue à prendre ici à nouveau un moins 70%. C'est pas parce qu'on a fait un moins 90%, à nouveau un moins 90%, qu'on ne peut plus faire de moins 90%. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Mettez en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. Restez prudent sur le BTC tant qu'on ne réintègre pas les 107 000 $. Et si vous voulez vous former, avoir une méthode, que je vous partage mes méthodes, mes setups également, que je vous apprenne à bien trader et surtout que vous ayez un accompagnement, vous avez tout ça en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.